Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Apotex. Je suis Maggie Clerville, pharmacienne communautaire et je serai votre modératrice pour la journée. Dans cette balado-diffusion, nous allons recevoir le docteur Sylvain Iceta, psychiatre, qui répondra à vos questions. Nous avons choisi les questions soumises par vous, les membres de la communauté SaxLIF, lors d'un sondage qu'on a fait en préparation de cette activité de formation continue. Avant de débuter, un petit mot sur l'accréditation. Cette activité est accréditée par l'OPQ pour 0,75 unités de formation continue en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de cette balado-diffusion, rendez-vous sur le saxlif.ca et sélectionnez cette activité dans la section Formation afin de compléter le quiz. En passant le quiz avec une note de 70% ou plus, vous obtiendrez votre attestation de réussite. Également, sur la page de cette formation, sur saxlif.ca, vous trouverez un document écrit en format PDF vous résumant les réponses données dans cette balado-diffusion. Voici les objectifs d'apprentissage pour la formation d'aujourd'hui. Premièrement, expliquer les déterminants multifactoriels de nos obésités, que ce soit biologiques, psychologiques, environnementaux ou iatrogéniques, afin d'en avoir une vision plus globale et non stigmatisante. Deuxièmement, identifier les approches concrètes pour soutenir la motivation du patient et établir avec lui des objectifs réalistes en tenant compte de son histoire, de ses ambivalences et aussi des marqueurs de santé pertinents au-delà du poids. Et en trois, appliquer des principes de prise en charge de la pharmacologie de l'obésité, notamment avec les agonistes des récepteurs du GLP-1 ou du GIP, en tenant compte des facteurs de non-réponse, de la gestion des effets indésirables et du maintien à long terme des limites des combinaisons thérapeutiques. Passons maintenant à notre invité. Docteur Iceta, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Votre expertise dans le domaine est très appréciée et je suis certaine que les informations que vous allez partager aujourd'hui seront très utiles à l'auditoire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentiez un peu pour que les auditeurs puissent mieux vous connaître. Quelle est votre expérience en obésité? Merci beaucoup, Maggie, pour cette question. C'est vrai que c'est un peu surprenant peut-être de demander à un psychiatre de venir parler d'obésité, puisqu'en effet, je suis médecin psychiatre, je suis aussi professeur adjoint au département de psychiatrie et de neurosciences à l'Université Laval. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que je travaille à l'interface entre l'obésité et la santé mentale. C'est vraiment devenu mon métier, mais plus qu'un métier, une passion. J'ai développé aussi un laboratoire de recherche qui va s'intéresser à ce champ-là. Et c'est intéressant peut-être juste de revenir sur l'histoire. C'est venu, cet intérêt-là, lors de mes premières évaluations psychiatriques préalables à une chirurgie de l'obésité. En France, elles étaient obligatoires et je me rapidement réalisé à travers ces évaluations qu'en fait, l'obésité ne pouvait pas être comprise uniquement sous l'angle du poids ou de l'alimentation, mais qu'elle s'inscrivait dans des trajectoires de vie complexes, souvent marquées par beaucoup de vulnérabilité psychologique et cela à des stades souvent très précoces dans le développement. Et puis j'ai aussi été assez rapidement interpellé par l'importance des besoins d'accompagnement en santé mentale chez les personnes vivant avec une obésité et par le très peu d'offres spécifiques actuellement disponibles. Et puis ça, finalement, j'allais dire à travers le monde, en tout cas, c'est pareil en France ou au Québec. Et puis, depuis ce moment-là, cette question est devenue centrale, tant dans ma pratique clinique que dans mes activités de recherche. Comme je dis, j'ai un laboratoire qui s'intéresse notamment aux déterminants des comportements alimentaires, comme le rôle du goût, de l'odorat, du nerf vague, mais aussi, par exemple, au maintien de la motivation à travers les longues listes d'attente ou les difficultés d'accès aux traitements, qu'ils soient chirurgicaux ou médicaux de l'obésité. Merci de votre réponse. Et on va commencer par une question qui nous revient très souvent. Selon vous, quelles sont les causes de l'obésité, à part l'alimentation et la sédentarité? C'est une excellente question parce qu'elle me permet justement de sortir de cette vision très réductrice de l'obésité qu'on a généralement. En elle-même, en fait, la question va soulever plein de paradoxes et toute cette confusion qu'on a actuellement. Par exemple, si Obésité Canada, qui est notre grosse société savante canadienne dans le domaine, reconnaît que l'approche nutritionnelle et l'activité physique sont essentielles à la prise en charge de l'obésité, elles en font le chapeau même de la prise en charge, elle n'affirme en rien que cela en est la cause. Je crois qu'il faut vraiment apprendre à faire la différence entre les deux. Oui, l'alimentation et la sédentarité jouent un rôle, mais elles sont très très loin d'expliquer à elles seules la complexité du phénomène. Le principal déterminant de l'obésité, et j'apprends rien, c'est la génétique en fait. Et autour de cette génétique, il va y avoir d'autres facteurs qui vont venir avoir peut-être plus un rôle de modulation. On va retrouver l'environnement notamment dans lequel on vit, le stress chronique, la privation de sommeil, le statut socio-économique, certaines conditions hormonales aussi vont jouer, l'hyperthyroïdie, le syndrome des ovaires polykystiques, la santé mentale bien sûr, sinon je ne serais pas là, mais aussi tous les médicaments. On a de très nombreux médicaments qui font prendre du poids, le microbiote, etc.
on a de plus en plus d'éléments de compréhension autour de cette physiopathologie de l'obésité. C'est donc une maladie multifactorielle et venir la réduire à une question de volonté ou de comportement est absolument scientifiquement faux. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Ainsi, quand on parle d'obésité, on parle trop souvent de choix individuels, hein, et là, il est important de comprendre que c'est pas une volonté individuelle de vivre avec une obésité. Il faut prendre le temps de décaler un peu son regard, de sortir de ce blâme de l'individu. En effet, certaines théories montrent que l'on vit aujourd'hui dans ce qu'on appelle un système obésogène. Ça, c'est vraiment intéressant, de prendre quelques minutes pour définir ce concept-là. C'est un environnement qui favorise, presque malgré nous, ou j'allais dire le plus souvent même malgré nous, la prise de poids. Donc, ce système obésogène va inclure, par exemple, la disponibilité permanente d'aliments ultra transformés. On peut se faire livrer à peu près n'importe quoi chez soi, des aliments extrêmement riches en sucre, en gras. On va y retrouver aussi des rythmes de vie accélérés, un stress chronique, et on sait à quel point le stress va contribuer à la prise de poids, un manque de sommeil, une sédentarité de plus en plus imposée par cette nouvelle organisation du travail, des inégalités sociales de plus en plus marquées. Et donc, en plus de tous ces facteurs un peu objectifs, on a toujours de plus en plus un espèce de message contradictoire chez nos patients où la société nous pousse à consommer de plus en plus, tout en culpabilisant ceux et celles qui prennent du poids ou qui vont quelque part bénéficier de cette surconsommation. Et dans ce contexte, demander à une personne de simplement faire de meilleurs choix alimentaires revient un peu à lui demander de nager à contre-courant en permanence. Contre sa génétique, contre sa biologie, on pourra y revenir, hein, mais notre corps fait tout pour maintenir un poids consigne, un poids plus élevé. C'est un réservoir d'énergie. Et ce n'est pas une question de faiblesse individuelle. Ce n'est pas une question de vouloir, mais d'exposition prolongée à un environnement qui rend le maintien d'un poids stable particulièrement difficile. Si on passe même au-delà de la prise de poids, maintenir un poids stable est difficile dans l'environnement actuel. Et vouloir perdre du poids est bien différent de pouvoir perdre du poids. Ça, c'est vraiment ma phrase fétiche. Vouloir n'est pas pouvoir. Ainsi, reconnaître le rôle du système obésogène, ce n'est pas enlever de la responsabilité aux individus, c'est remettre la responsabilité là où elle doit être, aussi au niveau collectif, sociétal et politique. Vous avez mentionné la santé mentale comme les facteurs en jeu et c'est un aspect central de votre pratique. On va creuser un peu ça avec la prochaine question. Quel est le rôle de la santé mentale dans le développement et le maintien de l'obésité? J'ai envie de vous dire, c'est une question à la fois simple et profondément complexe que vous me posez, parce que le lien en fait entre santé mentale et obésité est d'abord intrinsèquement bidirectionnel. Ça, c'est vraiment important de comprendre que l'un et l'autre vont s'influencer mutuellement. On sait par exemple qu'une personne vivant avec une dépression présente environ 50% de risque supplémentaire de développer une obésité. C'est énorme, hein. Et inversement, une personne qui vit avec une obésité a un risque accru, d'un ordre de grandeur à peu près comparable, de développer une dépression. Et là, quand on s'intéresse aux mécanismes impliqués dans ce lien santé mentale-obésité au sens large, eh bien, on va retrouver plein de choses. Les troubles des comportements alimentaires, les difficultés de régulation émotionnelle, l'anxiété, mais aussi certains profils neurodéveloppementaux. Par exemple, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, dans sa forme, qu'elle soit complète ou bien juste des traits, vont impacter le fonctionnement de l'individu, amener des comportements alimentaires parfois compensatoires. Ils sont présents chez 30% des personnes qui vivent avec une obésité, hein, dans certaines études. Donc, une prévalence quand même très élevée. Et on essaie de comprendre un peu, par exemple, ce lien-là. Et puis, on pense que finalement, c'est peut-être un enjeu de vulnérabilité commune qui toucherait le contrôle exécutif, donc les parties les plus évoluées de notre cerveau, venant générer et de l'impulsivité dans le TDAH, mais aussi de l'impulsivité alimentaire, ou encore le recours, comme je disais, à la stratégie d'alimentation comme une régulation de l'attention, une autorégulation. On a même des études qui tendent à suggérer que ça pourrait être des atteintes beaucoup plus profondes au niveau du noyau gris centraux. Bref, je vous embête pas avec la neurobiologie des comportements, mais on comprend de plus en plus ces liens extrêmement profonds et intrinsèques. C'est donc des liens étroits et complexes qu'on est encore loin d'avoir élucidés entre la santé mentale et l'obésité. Ce qui fait que j'ai pas de réponse simple. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes vivant avec une obésité, quand on regarde les chiffres de prévalence, vont présenter des taux très élevés de dépression, j'en ai parlé, d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire, mais même d'idées suicidaires. On a plus de comportements suicidaires dans les populations qui vivent avec de l'obésité, et notamment chez les populations qui sont en démarche de perte de poids, comme la chirurgie bariatrique. Dans ce dernier groupe, la chirurgie bariatrique, par exemple, la prévalence de la dépression, au moment où on évalue les patients avant une chirurgie, c'est 20% de patients qui vont présenter une dépression active. Le trouble d'accès hyperphagique, un des troubles du comportement alimentaire où on perd le contrôle sur l'alimentation avec des accès, c'est 17%. Donc vraiment, on a une forte prévalence. Puis juste, le psychiatre en moi, on veut vous dire qu'à l'inverse, hein, sur le plan psychiatrique, le phénomène est tout aussi préoccupant quand on regarde les patients qui vivent avec des troubles de santé mentale sévères, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire. Et ben, l'obésité peut aller jusqu'à 60% de ces patients-là, ce qui amène dans certaines études à établir une espérance de vie réduite de 15 à 20 ans
dans les populations qui vivent avec de la schizophrénie ou de la bipolarité, et principalement, en fait, en raison des complications cardiovasculaires et métaboliques. Donc c'est pas l'obésité qui en est la cause, hein, c'est les complications, mais quand même, on a des liens très forts sur la morbimortalité dans ces populations-là. Et là aussi, le psychiatre en moi, puis je veux dire même l'être humain au sens général, reste quand même très préoccupé parce que ces patients de santé mentale vivent avec une double stigmatisation, celle liée à la santé mentale, hein, il y en a une très forte, et celle liée au poids. Donc ils sont comme toujours pris entre le marteau et l'enclume, si j'ose dire, et avec des souffrances psychiques importantes. Puis c'est ici que pour moi émerge aussi un point fondamental, encore trop peu intégré, je trouve, dans notre pratique clinique. Traiter la santé mentale peut améliorer la réponse au traitement de l'obésité. Puis j'ai envie de vous parler de ça, puis on va y revenir un petit peu tout au long de ce podcast, je pense. Mais les lignes directrices canadiennes en obésité, hein, soulignent clairement que l'évaluation et la prise en charge des troubles psychologiques, dépression, anxiété, troubles alimentaires, mais aussi plus dimensionnels comme les atteintes de l'image corporelle ou de la régulation émotionnelle, doivent faire partie intégrante du traitement de l'obésité et non être comme une espèce de truc relégué au second plan quand on a le temps. Puis, j'insiste un peu là-dessus, vraiment, moi je dirais que ça doit être même au premier plan, mais en tout cas, ça doit être considéré comme n'importe quel élément de l'évaluation. Concrètement, par exemple, lorsque la dépression est traitée, lorsqu'un trouble d'accès hyperphagique est pris en charge, ou lorsqu'un travail est mené sur la régulation émotionnelle ou l'image corporelle, eh ben, on observe souvent une bien meilleure adhésion au traitement, une diminution des comportements alimentaires désorganisés et une réponse plus favorable aux interventions pharmacologiques ou chirurgicales. Puis ça, vraiment, la science nous le montre. Ce n'est pas que le traitement de l'obésité devient soudainement plus puissant ou qu'on aurait trouvé quelque chose de particulier, c'est que le terrain psychologique devient alors compatible avec des changements qu'on souhaite voir mettre en place et donc vont accompagner l'efficacité de ces traitements-là. Autrement dit, on ne peut pas demander à un traitement de fonctionner pleinement dans un contexte de honte persistance, de détresse psychique non reconnue ou de résignation acquise. J'y reviendrai. Au mieux, on obtiendra une perte de poids à court terme, mais qu'en est-il à 2, 5, 10, 20 ans? Puis on ne veut pas mettre en place des traitements ou opérer nos patients pour recommencer ça dans 1 an ou dans 6 mois. Créer un espace de soins sécurisant, non jugeant, reconnaître la souffrance psychologique associée à l'obésité, ce n'est ni un luxe ni une option douce, c'est une nécessité pour nos patients sur laquelle on ne peut plus fermer les yeux. Maintenant, voici une question de Jocelyne Fossé de Rimouski qui touche directement à une croyance très répandue autant chez les patients que chez les professionnels. Un traitement médicamenteux peut-il être efficace s'il y a l'absence de volonté intrinsèque pour le patient? Merci beaucoup, Chastine, pour cette question. Puis je la trouve géniale parce que en elle-même, elle revêt tellement de concepts, dont notamment trois notions qu'on confond souvent. La volonté, la motivation, qui est intrinsèque et extrinsèque, j'y reviendrai, et la capacité biologique à perdre du poids. Et oui, j'allais dire, en bon psychiatre que je suis, chaque mot compte, là, ça nous obsède un peu le poids des mots. Mais la première chose à dire, c'est que la volonté intrinsèque, à elle seule, n'a jamais démontré son efficacité pour induire une perte de poids durable sur le long terme. Voilà. C'est-à-dire qu'il en faut, mais n'est pas corrélé, ce n'est pas garant d'une perte de poids. Toutes les études montrent que les approches basées sur les restrictions alimentaires, les régimes des magazines People, etc., le manger moins, bouger plus, entraînent en fait à long terme des reprises de poids, voire des gains de poids supérieurs à ce qu'on avait au moment de la stratégie de perte de poids. Et cette reprise de poids, elle existe avec les régimes, mais aussi les traitements médicaux de l'obésité ou chirurgicaux de l'obésité. On le voit bien avec plusieurs médicaments anti-obésité, hein, qui font, j'allais dire fureur sur le marché actuellement, puis avec cet aspect très commercial, heu, qu'après l'arrêt, en fait, la reprise de poids est fréquente, hein. En général, c'est jusqu'à 2 tiers du poids qui est repris, pour ne pas dire systématique, même chez la plupart de nos patients, en tout cas dans les essais cliniques. On pourra y revenir sur les pratiques real life, mais dans les essais cliniques, ce qui rappelle que l'obésité est une maladie chronique qui nécessite justement des stratégies à long terme et puis qu'une stratégie à long terme, ça se pense dès le début, en fait. Ça se pense pas quand le long terme arrive. Puis il y a une autre notion dans cette phrase, c'est la volonté intrinsèque. Ça veut dire quoi ça, volonté intrinsèque? En sciences du comportement, on va plutôt parler de motivation et on va distinguer la motivation en effet intrinsèque, qui est le fait que je fais quelque chose parce que ça a du sens pour moi, parce que j'y trouve un intérêt, du plaisir, mais surtout une cohérence avec mes valeurs. Donc c'est une motivation qui a tendance à être plus durable. Et la motivation extrinsèque, qui est une motivation induite par la pression, si j'ose dire, ou les recommandations médicales, le regard social, la récompense même ou la contrainte. Donc 2 types de motivations différentes. Globalement, ce que je dis, c'est que la littérature montre que cette motivation plus autonome, plus intrinsèque, va être associée à un meilleur maintien des changements des habitudes de vie à long terme, et qu'une partie, en fait, de notre accompagnement va être de proposer justement à transformer cette motivation extrinsèque, hein, qui est la motivation avec laquelle le patient arrive le plus souvent, vers une motivation intrinsèque pour aller justement renforcer les résultats de nos approches et leur durabilité dans le temps. Juste pour info, ça vaut pour toutes les maladies chroniques et toutes les approches en santé.
Donc, si finalement la question de Jocelyne implicite est: «Est-ce qu'une motivation peut suffire?» Bah, la réponse est non. Pas à long terme, pas de façon fiable et ça, c'est en fait, à nouveau, parce que l'obésité, c'est pas une simple affaire de comportement, c'est bien plus complexe que ça. Mais oui, il faut travailler à améliorer cette motivation-là pour mieux accompagner nos patients. Parfait. Maintenant, c'est une situation qu'on rencontre très souvent en pratique, c'est, justement le sujet de la prochaine question de Audrey Roy. Comment on peut aider un patient à changer ses habitudes de vie, surtout lorsqu'il a échoué à répétition? Alors, là aussi, je m'arrête juste sur le mot «échec». Quand on parle d'échec à répétition, là, on parle en fait d'échec de régime, d'échec de tentative de perte de poids. Or, si une stratégie, je vous pose la question quelque part, a une forte chance de mener à une reprise pondérale à court ou long terme, comme je disais un peu plus tôt, est-ce que c'est l'individu qui échoue ou c'est la stratégie qui est inadaptée? Là, on voit que la réponse que donne la science, c'est que c'est la stratégie qui est inadaptée. Donc, c'est pas le patient qui échoue à répétition, c'est les traitements qu'on lui propose. C'est une grande différence. Pour ça, je pense qu'on doit l'expliquer aux patients. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle là échec à répétition, ça va amener chez le patient, ce qu'on appelle l'impuissance acquise, qui est vraiment, je pense, un point qu'on doit mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette impuissance acquise? Après des années, parfois depuis l'adolescence, depuis l'enfance même, de tentatives de perte de poids, de rechute de l'obésité, de promesses non tenues par les méthodes qu'on voit dans les médias, et cetera, bah, la personne va intégrer une idée à la fois extrêmement simple et extrêmement destructrice, qui est: «Peu importe ce que je fais, rien ne change». Et ça, en psychologie, c'est justement ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Après une exposition répétée à des situations vécues comme incontrôlables, on finit par ne plus mobiliser ses propres ressources, même quand des options réelles existent. C'est alors plutôt un manque de volonté dont on parle, hein. C'est un apprentissage de la résignation, souvent accompagné d'affects très négatifs comme la honte, l'anxiété, la tristesse, et puis d'une baisse de sentiment d'efficacité personnelle qui va avoir tendance à se généraliser dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment le vécu au jour le jour de nos patients. Pour mieux peut-être représenter ça concrètement, si je vous donne, une autre image de ce que c'est que cette impuissance acquise, un élève travaille fort pendant des semaines pour ses résultats scolaires, demande de l'aide, refait des exercices, mais il échoue encore et encore. À force, que va se dire cet élève-là? Qu'est-ce qu'il va conclure? C'est: «Peu importe ce que je fais, ça sert à rien, j'ai toujours des mauvaises notes». Ou le prof m'aime pas. Ou mes parents sont jamais contents. Résultat, il cesse d'essayer. Il évite les devoirs, il se met en mode: «Je m'en fiche». Puis, on parle pas de l'adolescence là, on parle vraiment de l'impuissance acquise et donc même si plus tard, on va lui offrir de bonnes explications, un nouveau soutien pédagogique, une nouvelle façon d'apprendre, un sujet qui l'intéresse même ou sur lequel il pourrait s'épanouir, eh bien, il n'en profite pas tout de suite parce que la première réponse qui le vient, c'est: «L'effort n'a aucun effet, donc j'en fais pas». Et ça, c'est vraiment un espèce de mécanisme implicite qui se met en place, la plupart du temps qui est pas identifié, hein, par les patients. Et dans l'obésité, ce qu'on voit en plus, c'est que ce phénomène, il va être renforcé par une accumulation de ce que j'appelle les micro-traumatismes. Tous ces commentaires sur le poids, la culpabilisation, ces sentiments de nullité parce qu'on a échoué, les variations de poids qu'on contrôle pas alors qu'elles sont naturelles, les rendez-vous médicaux qui sont vécus comme jugeants, puis on en reparlera de la stigmatisation en médecine. Tout ça va venir renforcer cet effet négatif de cette impuissance. Par exemple, on a martelé pendant des années ce message hyper simpliste du type: «Mangez moins, bougez plus, vous perdrez du poids. Vous perdrez du poids durablement». C'est ça, hein, qu'on dit implicitement. Or, on le sait, quand la balance ne bouge pas ou qu'elle remonte, la personne va conclure alors que le problème, c'est elle, puisque c'est un message de santé publique, tout le monde le dit. Donc moi, ça va pas, ça marche pas pour moi. Or, on sait que c'est faux comme discours et donc on va majorer la honte, la détresse et cette impuissance acquise. Donc à nouveau, quand je parlais de stratégie politique autour de la prise en charge de l'obésité, bah, parfois, c'est aussi changer nos messages. Et là, finalement, concrètement, comment on peut aider à changer quand il y a trop d'échecs, hein? Ce qui était la question, de base. Eh bien, en fait, moi, je vous proposais comme une séquence à 3 temps pour, aborder ça. La première, c'est réhabiliter le patient, déculpabiliser, hein. Le but, c'est pas de déresponsabiliser, mais c'est de déculpabiliser. On requalifie le vécu. Vous n'avez pas échoué parce que vous êtes faible, vous avez été exposé à des stratégies qui ne tiennent pas dans le temps ou qui sont pas efficaces pour la gestion pondérale à moyen ou long terme. OK? Je remets la vérité là où elle est. Normalise aussi. Le cycle perte-reprise de poids s'accompagne d'une détresse psychologique et d'un sentiment d'impuissance et d'épuisement. C'est ce que vivent la plupart des patients. Vous n'êtes pas le seul, c'est la norme actuelle. Donc ça, c'est la phase A, réhabiliter, remettre du sens, sortir d'un vécu de monstruosité souvent. La phase B, ça va être de travailler un petit peu à regagner le sentiment d'efficacité personnelle. Et puis ça, le moyen le plus simple, en fait, c'est d'avoir des objectifs gagnables, des win-win, si j'ose dire. On ne démarre pas par tout changer. Les patients, ils arrivent, ils disent: «Vous êtes mon dernier espoir, on veut tout changer», quand ils arrivent en clinique de l'obésité ou qu'ils prennent un traitement. Mais c'est pas ça, on démarre par des leviers concrets, mesurables et réalistes. Souvent, là, par exemple, avant la chirurgie bariatrique, les patients nous disent: «Bah, moi, j'aimerais atteindre
le poids, et puis ils nous sortent un chiffre et quand on demande quand est-ce que c'était ce chiffre-là, bah, c'était leur mariage il y a 50 ans. OK. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste d'espérer avoir le même poids maintenant? Est-ce que votre corps a pas évolué? La médecine nous apprend qu'on a besoin de prendre du tissu adipeux pour protéger nos organes et cetera. Donc, ramener un peu des objectifs plus mesurables, plus réalistes. On va fixer des attentes justes. Parfois, là, justement, comme je dis, c'est de perdre beaucoup. Alors, on peut peut-être parler, dans ce cas-là, plutôt que de perdre, de stabiliser. Personne qui gagne du poids depuis des années et des années, c'est ensuite, bah, stabiliser le poids. Réduire les épisodes de perte de contrôle, améliorer la qualité du sommeil, les douleurs, l'énergie, la glycémie, l'essoufflement. Bref, on en a des tonnes de listes de marqueurs de santé qui peuvent aider à redonner du pouvoir à la personne qui est en démarche de perte de poids. On va alors aussi s'appuyer sur parfois, moi, en fait, je vais parfois, moi, m'appuyer sur des marqueurs même plus virtuels que j'aime beaucoup utiliser, notamment ce que j'appelle le poids virtuel ou la perte virtuelle. Ça, c'est simple. Mes patients qui y arrivent et qui me disent, bah, votre médicament, ça marche pas, j'ai pas perdu de poids. Ok, mais regardez, si on était continué au même rythme que vous avez depuis 5 ans, par exemple, de prise de 5 à 10 kilos ou 10 à 20 livres par an, eh bien, vous auriez, au cours des 2 dernières années, pris 40 livres. Sauf que là, le poids est stable. Donc, virtuellement, on a perdu 40 livres, mais en plus de ça, on l'a fait en protégeant votre santé, en évitant l'apparition de troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Donc, on va comme calculer un poids théorique perdu pour soutenir la motivation. Tout ça pour dire qu'il faut être parfois créatif pour aider à soutenir cette motivation. Ça, c'est la phase B, restaurer le sentiment. Donc, réhabiliter, restaurer l'efficacité et puis, la phase C, qui en tout cas peut-être est liée à mon exercice à moi, c'est de travailler l'ambivalence et avec des outils adaptés. En effet, par exemple, l'entretien motivationnel est un outil extrêmement précieux, pour aider à soutenir cette motivation du patient. L'aider à retrouver ses propres raisons d'agir. Pas les nôtres, pas cette motivation externalisée dont on parlait, la motivation internalisée. Réduire les luttes internes, reconstruire une motivation plus autonome. Là aussi, la littérature montre clairement que, heu oui, les effets sont modestes, mais ils sont concrets et présents dans les stratégies d'accompagnement des pertes de poids. Et alors, dans ce cas-là, les fameux traitements dont on parle, médicaux ou chirurgicaux, ces traitements biologiques vont devenir des outils adaptés, aidant à sortir de l'impuissance acquise dans une stratégie globale. Et pas parce qu'en fait, ces médicaments vont remplacer les habitudes, hein. J'ai souvent ce débat avec des collègues chercheurs en disant les médicaments rendent les patients comme peut-être plus fainéants parce qu'ils ont moins d'efforts à faire, etc. Moi, je pense aussi que ça peut être vu comme l'occasion de redonner une expérience concrète. Cette fois-ci, quelque chose bouge. Mais ça, c'est quand on intègre l'ensemble des prises en charge. Et donc, il faut, oui, accompagner, bien sûr, les perceptions des modifications de préférence alimentaire, parce que ces médicaments-là ou les chirurgies font percevoir des modifications de préférence alimentaire. Les signaux de faim et de satiété vont changer aussi. Apprenons aux patients à les observer, ça devient alors révélateur pour eux. Moi, j'ai des patients qui me disent: «Mon Dieu, j'ai découvert ce que c'était qu'être plein, je ne l'avais pas été depuis des années et des années, je ne me rappelle même pas si je l'avais été». Ou alors: «Mon Dieu, ma tête n'est plus préoccupée par l'alimentation en permanence». Et là aussi, on remet des attentes réalistes. Si on ne traite pas la honte, si on ne travaille pas sur les freins psychologiques, on va contribuer à reproduire ce cycle espoir, effort, déception. Donc, il faut vraiment aussi qu'on accompagne cette dimension émotionnelle. Et donc, quand quelqu'un, pour essayer toujours de répondre de façon peut-être plus simple à la question, donc quand quelqu'un a échoué à répétition, je dirais que la première chose à faire, c'est aussi de poser la bonne question et pas comment le motiver, mais qu'est-ce qui, dans son histoire, lui a appris que ça ne servait à rien d'essayer. Une façon simple de commencer un peu toutes ces phases-là. Et alors, notre travail, ça va être de reconstruire l'inverse, un cadre non jugeant, des objectifs atteignables, des attentes justes et des outils qui redonnent le contrôle. Parce que c'est ça, au fond, qui permet aux habitudes de redevenir modifiables. D'accord, encore merci à Audrey pour la question. Et vous avez évoqué à plusieurs reprises la honte et le jugement. On va prendre un moment pour aborder cette dimension plus directement. Est-ce que selon vous, la stigmatisation joue vraiment un rôle si important dans les soins? Merci beaucoup, Olivier, pour cette question et en effet, je crois que quand on parle d'obésité, on ne peut pas faire abstraction de cette question de la stigmatisation. Parce qu'en fait, elle agit vraiment comme un des déterminants plein et entier de la santé. La stigmatisation, en fait, c'est comme une espèce de stress chronique internalisé. À force d'entendre, explicitement ou implicitement, des regards, des mots, parfois des attitudes, que le poids est un échec personnel. Les patients finissent par intégrer cette vision et par considérer qu'ils sont un échec. C'est ça l'internationalisation. Et on va alors parler de stigmatisation internalisée. À nouveau, ce mot est important, hein. Comme part je fais d'une partie intégrante de moi-même ces biais, ces vécus, ces stigmas, ces préjugés des autres et ça va conduire à une augmentation de la détresse psychologique, une diminution de l'estime de soi et d'ailleurs, paradoxalement, hein, des comportements qui vont maintenir ou aggraver l'obésité, comme justement l'alimentation émotionnelle ou l'évitement de l'activité physique. La majorité d'entre nous, des professionnels de santé, veulent bien faire et heureusement. Mais j'allais dire, quelque part, on a tous été formés dans un cadre où l'obésité était présentée comme un problème de comportement ou de volonté. Ainsi, des phrases comme qu'on va dire
très spontanément à un clinique, puis moi ça m'arrive encore très régulièrement, vous devriez essayer de. Il faut juste, peuvent sembler très anodines dans notre langage, mais elles vont renforcer ce message de culpabilité auprès de nos patients. Si il suffisait d'essayer ou s'il fallait juste, ben, j'ai à nouveau encore échoué, alors que c'était aussi simple que ça. Mais il reste en fait que, je pense que c'est important, les données scientifiques le disent bien aussi, le groupe des soignants, que ce soit les médecins ou que ce soit les professionnels de santé, est le groupe le plus porteur de stigmatisation après la famille et les proches. Donc, on a un rôle très important dans ce transfert ou véhicule de la stigmatisation. Et puis, ça peut prendre des formes assez subtiles, hein, je vous disais. Parfois, c'est, et puis là aussi, la science le montre, hein, retarder un traitement, la mise en place d'un traitement, minimiser une plainte, ou alors tout ramener au poids. Combien de patients nous disent après une chute mécanique que leur médecin leur dit bah, perdez du poids, vous aurez moins mal, alors qu'on est sur une chute mécanique, une douleur qui n'a rien à voir. On n'aurait jamais dit ça pour un autre patient. Et là aussi, pour les patients, ça s'accumule, c'est pas juste une fois, c'est souvent, voire tout le temps. Et donc, ça amène à plus d'évitement des soins. Et là aussi, hein, cet évitement des soins va conduire à une détérioration plus rapide de l'état de santé. Alors, quand je parle de ça, mon but, c'est pas de blâmer, les professionnels de santé, de dire: «On devrait avoir honte de nos comportements» et cetera. C'est plus de penser à comment on peut améliorer nos pratiques, les rendre plus justes, plus efficaces. Et pour ça, je pense que c'est important de s'interroger sur nos propres croyances et nos propres préjugés. On en a, c'est certain. Moi, j'en ai. On a appris dans mon éducation, puis des fois encore, ça m'arrive quand je cherchais un patient en salle d'attente de me dire: «Ah, encore ça, encore ça». Puis les idées pop comme ça. Mais on peut reconnaître que ces idées-là viennent de notre éducation, viennent de notre contexte culturel. On peut les reconnaître comme délétères sur la qualité de nos soins. Et souvent, rien que de faire ça, en fait, ça va permettre d'avancer déjà un step plus loin et d'améliorer la qualité de nos soins. Donc, prendre conscience et commencer à changer, c'est souvent la première étape. Et puis, si nous, on pense ça, si nous, on vit ça, eh beh, c'est important aussi peut-être de, à nouveau, valider au patient ce qu'il a vécu. Parce que, à nouveau, ça arrive à tous les jours. Et donc, c'est important d'aller nommer que ça peut être un vécu du patient et peut-être nommer aussi qu'il peut avoir de l'appréhension face à cette rencontre-là. Ça, moi, je le vois en psychiatrie, hein, les patients ont toujours peur de venir parler aux psychiatres, ils ont peur de ce qu'on va pouvoir faire. Mais c'est pareil, en fait, un patient qui vient vous voir pour une prise en charge de l'obésité a souvent peur, en fait, de ce que vous allez lui dire. Et donc, on peut aussi simplement nommer, moi ça m'arrive encore, hein, que je vais être maladroit dans l'usage de mes termes ou que je peux dire quelque chose sans le vouloir qui pourrait blesser la personne et que je suis vraiment ouvert à le savoir et qu'ils n'hésitent pas à me faire un retour si jamais j'ai été maladroit. Ça va créer un espace sécuritaire de soins qui va être vraiment un espace propice justement à l'alliance thérapeutique et au changement. Ici, nous avons parlé de cadre, de psychologie et aussi de relations thérapeutiques. Passons maintenant à une dimension plus pharmacologique et on va parler de réalité clinique du traitement. Et ma première question pour vous, c'est peut-on être trop interventionniste dans l'accompagnement de l'obésité? Merci de cette question. Et oui, absolument. Et c'est très drôle parce qu'en fait, la plupart du temps, on l'est pas assez, ça c'est très clair, mais parfois, on va être comme trop interventionniste. Vouloir trop en faire, trop vite, peut être tout aussi délétère que ne rien faire pour beaucoup de patients. Certains patients ont vécu, comme je dis, des années de surintervention, de conseils non sollicités, de programmes imposés. Puis là, je ne parle pas que du corps médical, hein, patients mis au régime par leurs parents quand ils sont très jeunes, cette pression-là, etc. Cela va générer, en plus de cette fameuse impuissance acquise dont on a parlé, ce qu'on appelle de la fatigue thérapeutique, voire un rejet complet du soin. Ainsi, et puis c'est vraiment important, le bon rythme, c'est pas celui du soignant, c'est pas celui des lignes directrices, c'est celui du patient. Et parfois, le meilleur soin consiste à stabiliser, à observer, à créer une alliance, un espace sécuritaire avant de proposer un changement. Et ça peut prendre du temps. Ça peut paraître une perte de temps hein, pour les cliniciens qu'on est, toujours débordés avec nos horaires bien chargés, mais c'est aussi, et j'ai même le plus souvent, un gain de temps final, parce que ce temps est nécessaire pour ce que moi je trouve indispensable aujourd'hui dans les soins, la décision partagée avec le patient. Prendre le temps, c'est pas juste dire revenez quand vous serez décidé, hein, c'est tôt, prenons un prochain rendez-vous pour en parler un peu plus si vous avez besoin et voyons si je peux trouver une place dans un délai qui vous semble le mieux pour vous. Ça, c'est vraiment moi les phrases que je vais utiliser. C'est pas revenez quand vous voulez, c'est on fixe un moment pour en reparler si vous le souhaitez et puis à votre échéance à vous. Et puis, là aussi, j'aime à dire à mes patients, si l'obésité s'est pas installée en une semaine, elle va pas se traiter non plus en une semaine, hein, et le temps peut devenir notre allié ici, même si la souffrance, la détresse des patients amène à vouloir précipiter ce temps. Parfois, lui redonner l'espace dont il a besoin, c'est important. Et parlons maintenant d'une classe de médicaments qui fait beaucoup parler d'elle, autant dans les médias que dans nos pharmacies, et c'est les GLP-1. Est-ce que, de votre expérience, il y a des patients qui pourraient moins bien répondre à ce traitement-là?
Alors, au-delà de mon expérience, la science, n'a pas encore identifié de profil unique, de bons répondeurs chez les agonistes du GLP-1, ou non plus de patients chez qui ça ne fonctionnerait pas du tout. On voit dans les courbes de réponse pondérale, il y a des patients qui vont même gagner du poids sous ces thérapeutiques-là. Donc, on a vraiment une hétérogénéité de profil. Donc, on n'a pas de bonne réponse scientifique. C'est ça la première partie de ma réponse. Ceci dit, Ceci dit, on sait aussi qu'ils peuvent être moins efficaces chez des patients qui vont présenter une alimentation très désorganisée, voire pathologique, avec notamment des épisodes fréquents de perte de contrôle alimentaire ou encore des patients qui ont des prises de poids qui sont très fortement liées à des facteurs peut-être plus iatrogènes ou endocriniens qui ne sont pas corrigés. Donc ça, c'est important de prendre le temps aussi de ce bilan-là. Et puis, ce qu'on va observer aussi, c'est parfois une réponse, pardon, plus limitée chez des patients qui ont une obésité ancienne et sévère, probablement du fait d'une importante adaptation métabolique et un hypométabolisme plus élevé, ou encore chez les patients qui interrompent fréquemment leur traitement du fait d'effets secondaires ou de contraintes d'accès. Les phénomènes de reprise, arrêt-reprise, vont mener à une moins bonne réponse. Pas forcément d'ailleurs d'un point de vue très biologique, mais aussi parce qu'il y a probablement une moins bonne adhérence qui va se faire à ces traitements-là sur le long cours. Et puis, la santé mentale va jouer un rôle clé pour moi, dans cette réponse au GLP-1. À nouveau, j'ai un gros parti pris. Une dépression sévère, une anxiété non traitée, un trouble alimentaire actif, au-delà des désordres alimentaires, vraiment le trouble alimentaire, peuvent venir limiter l'efficacité de ces traitements. Là, à nouveau aussi, pas parce que la molécule ne marche pas, mais parce que le contexte ne va pas permettre d'en tirer tous les bénéfices. Parfait, et maintenant une situation qu'on voit régulièrement au comptoir, c'est un patient qui revient après une interruption de traitement, parfois avec beaucoup d'appréhension. Et la question, que j'ai pour vous, c'est, lorsqu'un patient arrête un traitement et le recommence, est-ce qu'il y a des preuves que c'est moins efficace? Là aussi, faut être toujours honnête, on n'a quand même pas tant de preuves que ça, en tout cas de gros niveaux de preuves. Mais, j'ai envie de dire pas nécessairement, oui mais non, c'est variable. C'est comme la réponse qui veut rien dire. Mais en tout cas, sur le plan pharmacologique, aujourd'hui, rien n'indique clairement qu'un traitement soit moins efficace après une interruption. Ou en tout cas, on n'a pas de données, comme je disais, d'un suffisant niveau pour l'affirmer. On sait par contre qu'après une première chirurgie bariatrique, par exemple, la perte de poids est moins importante lors de la réintervention d'une nouvelle intervention. Et ça, moi je me rappelle, il y a quelques années, on avait fait une étude où on avait montré justement que, quand on atteignait les 3e chirurgies bariatriques, donc, 3e réopération, et bien si les critères, donc c'était des critères statistiques à l'époque de perte de poids, n'avaient pas été atteints à la première, il était extrêmement peu probable de les atteindre à la 3e. Donc ça aussi, je crois qu'il faut différencier le fait de on répond moins bien à versus, bah, je réponds pas mieux la 2e fois. Ça, souvent les patients, quand ils recommencent le traitement, ils ont l'espoir qu'ils vont mieux répondre ce coup-ci. Mais ça, par contre, c'est loin d'être c'est loin d'être certain du côté de la science, Quand on n'arrive pas à perdre de poids la première fois, il y a probablement d'autres facteurs et s'ils n'ont pas été identifiés, bah, ça marche pas. Puis parfois, on a une obésité résistante aussi à ces fameux analogues du GLP-1 ou ces molécules de première ligne. Et puis, à nouveau, si je porte le regard un petit peu plus du côté de la psychologie, on note parfois que la 2e tentative ou les énièmes tentatives, parce que je pense que maintenant on est de plus en plus à bien au-delà de 2 tentatives, qu'elles soient médicales ou chirurgicales, eh bien la charge émotionnelle de cette 2e tentative va être beaucoup plus élevée. La peur de l'échec, la culpabilité liée à l'arrêt précédent, la déception de la perte de poids, la lenteur et cetera va influencer beaucoup ce que je parlais tout à l'heure, l'adhésion au traitement, le vécu du patient aussi de sa perte de poids. Donc parfois pour des mêmes chiffres sur la balance, la satisfaction, la perception d'une bonne réponse au traitement va être différent et puis, on a des personnes qui vont dire: «C'est un échec», alors même que finalement, on est dans les normes statistiques de ce qui aurait été attendu comme perte de poids. Et c'est pour ça aussi qu'il est, je pense, important de, face à ces dimensions psychiques, normaliser dès le début de la prescription, ces interruptions de traitement. Quand je dis normaliser, ça veut pas dire banaliser, ça veut juste dire que c'est la norme, c'est fréquent. Heu et parler aussi, essayer de comprendre avec le patient pourquoi ces interruptions peuvent être très fréquentes. Parler des effets secondaires, du coût, de ce qu'on appelle la fatigue thérapeutique aussi. Replacer aussi, ces reprises de poids dans des trajectoires de soins plutôt que dans une logique d'échec. Les patients ont le droit de tenter d'arrêter leur traitement, puis on a le droit de constater qu'il y a eu une reprise, puis on a le droit de décider ensemble de le reprendre. Et moi j'ai d'ailleurs de plus en plus, tendance à nommer d'emblée, lorsque je prescris ces molécules anti-obésité, que si la littérature tend à indiquer que le traitement est à vie, puisque c'est ce que nous dit la littérature actuelle, Heu, je leur dis: «Bah, la plupart de mes patients pensent, eux, que dans leur cas, ça va probablement être différent et qu'ils pourront l'arrêter». Je nomme, que c'est ce que les patients me disent et que je comprends tout à fait que pour eux, cette pensée puisse exister aussi. Et je leur explique alors que, je peux pas leur dire qu'eux ne pourront pas arrêter le traitement. Je peux pas leur dire qu'individuellement, c'est faux
mais que cette pensée, elle vient sûrement aussi probablement d'autres croyances qui sont véhiculées autour d'eux et autour de cette maladie, notamment le fait que c'est une question de volonté, et cetera, blablabla. Et puis je leur précise toujours que je suis disponible pour en reparler au moment venu, au moment où ils le souhaitent, plutôt que de garder ce genre de sentiment pour eux. Merci. Donc avec l'arrivée des nouvelles, molécules, plusieurs molécules efficaces, souvent on se pose des questions sur, la combinaison de certaines molécules, notre prochaine question, va justement aborder ça. Est-ce qu'une combinaison de traitements anti-obésité est parfois pertinente, pour certains patients? Ah, c'est une question que moi je suis de près parce que je la trouve passionnante. À l'heure actuelle, on va être très clair, on n'a pas d'essais contrôlés randomisés prospectifs de grande ampleur qui recommandent la combinaison des traitements anti-obésité, quels qu'ils soient, en tout cas les traitements médicaux de l'obésité. Notamment pour, ce qu'on a le plus en tête, là, tout, j'allais dire, c'est l'association entre la naltrexone bupropion d'un côté et les analogues des incrétines, hein, que ce soit les analogues du GLP-1 dont on a parlé un peu plus avant ou du double agoniste GLP-1 GIP qui est sur le marché actuellement. Donc c'est un peu la question qui nous vient en tête, est-ce que je peux associer ces 2 là? J'ai envie de dire, la prudence scientifique est donc de mise, même si ça semble très séducteur et puis je vais même, vous l'avouer, moi je le fais assez souvent d'associer les 2, mais on va en parler, il y a quand même des conditions pour ça. Et ça, il y a des situations cliniques où en effet ça va être pertinent, notamment quand on a une réponse partielle justement, à cette première ligne. On va quand même être aussi honnête, hein, c'est quelques pourcentages de perte de poids qu'on est capable d'aller chercher en plus. Rarement des pourcentages à 2 chiffres, hein, on parle plutôt de 5, 6, 7, 8%, en tout cas dans le très peu de données qu'on a actuellement. Ce qu'on observe, aussi avec ces stratégies de bithérapie parfois, c'est que ça peut permettre de diminuer les doses de l'un et l'autre traitement. Donc ça peut aussi être perçu comme des stratégies de gestion parfois des effets indésirables. L'inquiétude que moi j'ai dans toutes ces situations-là, c'est la trop forte pression anorexigène. Parfois dans les patients, le fait d'associer une bithérapie va créer carrément une restriction alimentaire majeure. Donc, en tout cas, avant d'aller sur une bithérapie, il est vraiment important de questionner, d'identifier les facteurs les plus classiques de non-réponse. Puis ça, on le rappelle jamais assez, mais le premier, c'est la mauvaise observance du traitement, lié principalement aux effets secondaires. Puis, je suis toujours impressionné de voir ce que supportent les patients dans les démarches de perte de poids comme effet secondaire avec les analogues de GLP-1, alors que nos patients qui ont les mêmes molécules pour le diabète de type 2 vont pas supporter, j'allais dire un dixième, mais c'est moins que ça, du même niveau d'effet secondaire. Donc le fait et puis ça, c'est le reflet de la souffrance, hein, liée à l'obésité. Donc questionner cette question de l'observance, les troubles du comportement alimentaire, bien sûr, mais aussi j'ai un parti pris, notamment les accès hyperphagiques, les comorbidités psychiatriques actives, hein, la dépression, l'anxiété, peuvent venir limiter l'impact des interventions. L'autre gros point qu'il faut toujours évaluer, c'est la iatrogénie médicamenteuse, hein, que ce soit de la quétiapine pour le coucher, que ça il y a toute une série de molécules qui peuvent faire prendre du poids et puis parfois on l'oublie ou on n'ose pas trop questionner cette molécule-là, mais je pense que c'est vraiment important, notamment pour les psychotropes, là, d'aller revoir s'il y a pas des stratégies de déprescription à mettre en place. Puis ça aussi, moi, c'est une grosse partie de mon activité de déprescrire. Des facteurs biologiques ou endocriniens non optimisés, hein, un trouble thyroïdien, une résistance à l'insuline importante qui a mal été vue, d'autres enjeux, des douleurs de hanche qui empêcheraient l'activité physique, et cetera. Enfin, on en a quand même plein des choses. Et puis l'environnement. À nouveau, hein, je vous ai parlé de l'environnement obésogène tout à l'heure, mais l'environnement défavorable avec beaucoup de stress chronique, un manque du sommeil, un syndrome d'apnée du sommeil non diagnostiqué, des contraintes économiques majeures, hein, des patients qui nous disent, on discutait de ce cas-là la semaine dernière, pour pouvoir acheter mon GLP-1, j'ai modifié ma qualité alimentaire, puis je mange plus que des pommes de terre. On est quand même à côté de ce qu'on voulait faire, et puis je suis pas sûr qu'on améliore le risque cardiovasculaire de notre patient en faisant ça. Donc il y a vraiment des questions à aller poser. Et puis, parfois, corriger ces facteurs va permettre une amélioration significative sans avoir besoin de complexifier la pharmacothérapie. Parfois non, puis c'est là où devient assez légitime, je pense, la bithérapie, même si à nouveau, hein, la science, pour l'instant, n'apporte pas de réponse claire là-dessus. Et puis, il faut garder en tête que plus on intensifie le traitement, plus le suivi doit être rigoureux, hein. Déjà qu'on a tendance de plus en plus à observer des prescriptions de ces molécules-là sans suivi biologique ou métabolique associé, y compris simplement de la masse maigre, et cetera. Donc plus on intensifie, plus il faut assurer ce suivi-là parce que c'est pas rare, hein, de voir vraiment des pressions anorexigènes avec des dénutritions qui vont se mettre en place si on laisse aller les choses. Donc instaurer des conditions de suivi sécuritaires sont importants aussi dans cette situation-là, vraiment. Terminons maintenant avec une question complexe à l'intersection entre la santé mentale et la pharmacothérapie. Est-ce que le traitement médicamenteux, de l'obésité comme, les analogues, des incrétines peut être efficace, pour des troubles alimentaires? Le meilleur pour la fin. Mais c'est pas du tout parce que je suis spécialisé en troubles alimentaires. En fait, à l'heure actuelle, les analogues des incrétines, hein, au sens large, à nouveau, semblent avoir plutôt des effets favorables sur les comportements alimentaires problématiques. Puis là aussi, un comportement alimentaire problématique, c'est une définition extrêmement large, et notamment, bah, par exemple, la faim, les envies alimentaires, les pensées envahissantes autour de la nourriture et même probablement certaines pertes de contrôle alimentaire.
En revanche, il faut être très, très prudent. On ne peut pas encore dire qu'ils constituent à eux seuls, on est très loin de là, un traitement validé des troubles alimentaires au sens psychiatrique du terme, au sens DSM-5. Les données sont en effet encourageantes, mais encore très, très incomplètes. Entends tout bien, hein, vraiment là, je parle pas de l'usage détourné des médicaments pour perdre du poids à travers les trends, TikTok ou Instagram là. Je parle vraiment d'une approche scientifique, médicale de la gestion de ces médicaments-là chez les patients qui ont des comportements alimentaires perturbés et en effet, puis c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais on a un risque de détournement de ces médicaments-là sur lequel il faut toujours être vigilant. Mais à l'inverse, ça doit pas amener à priver les patients qui pourraient bénéficier, y compris sur le plan des comportements alimentaires, de ces traitements-là. Donc là, juste pour donner un peu d'éléments, scientifiques, de chair autour de l'os, 2 revues ont été publiées assez récemment et qui donnent vraiment des informations précieuses. La première porte finalement déjà je pense que c'est important de redéfinir ce qui est l'évolution normale dans le sens la plus fréquente. Donc cette première revue, elle porte, elle, sur l'évolution observée des comportements alimentaires dans le temps, sous traitement médical de l'obésité. Parce que là aussi, il faut comprendre qu'il y a comme vraiment 2 phases qui sont décrites de plus en plus. La première phase qui est la phase dynamique, la phase de perte de poids active, où le patient, finalement rapporte, hein, puis les patients dans l'ensemble rapportent de façon assez homogène une baisse nette de la faim, une satiété plus rapide, une diminution marquée de ce qu'on appelle là le food noise, hein, ça occupe beaucoup les les devants des publicités et des médias là. Ce food noise, du bruit alimentaire dont on a encore un peu du mal à définir exactement ce que c'est. Aussi ces envies irrépressibles alimentaires, des portions plus petites et cetera. Donc on observe une phase d'amélioration des comportements alimentaires, vécue comme quelque chose de très libérateur par les patients, décrit comme un apaisement cognitif et émotionnel autour de l'alimentation. Mais ça s'arrête pas là. Vient ensuite la phase de maintenance, hein, ou la phase de stabilité pondérale. C'est le fameux plateau. Et alors là, le tableau devient beaucoup plus nuancé. On a une partie des patients qui vont décrire des bénéfices persistants, hein, notamment la meilleure capacité à contrôler les portions, moins de pensées alimentaires envahissantes qu'avant le traitement. C'est comme les 2 aspects qui sont le plus décrits. Mais par contre, on a aussi des patients qui vont décrire le retour de la faim, la satiété moins intense qu'au début et parfois même une réémergence de ce fameux bruit alimentaire ou de ces envies irrépressibles. Et puis là, c'est intéressant, hein, parce que ça semble, en général, pas revenir tout à fait au niveau du pré-traitement, mais quand même, ça revient suffisamment pour, venir remettre de la culpabilité, remettre de la honte et puis, parfois vont amener à, cette demande des patients de changer ou d'intensifier les traitements alors qu'on est comme déjà rendu aux doses maximales. Donc, autrement dit, sur le moyen terme, ces traitements, ils vont bel et bien modifier les comportements alimentaires, mais leur effet n'est pas figé dans le temps et nécessite vraiment d'être réévalué. Il y a souvent une réponse très forte au début, puis une phase variable, où le patient va passer d'une logique de perte de poids à une logique de maintien. Puis c'est vraiment là où on doit prendre le temps d'accompagner ça. Heu et puis il faut vraiment qu'on le nomme pour pas que ce soit vécu comme une transition anormale et que les patients s'attendent à avoir toujours cet effet perte de poids initial. On a la même chose après la chirurgie bariatrique et la lune de miel d'ailleurs. La deuxième revue dont je vais vous parler, c'est une revue qui a été publiée par GBA en 2025, donc vraiment récemment là, et qui elle s'intéresse vraiment aux effets de ces molécules-là sur les comportements alimentaires perturbés. Dans leur revue, ils avaient inclus des patients avec du diabète et de l'obésité, donc un peu plus large par contre, mais le message global qui sort de cette revue de littérature-là est plutôt rassurant, mais il faut rester prudent. Cette revue, 25 études, hein, chez des adolescents et des adultes, donc un spectre assez large, montre que, chez les personnes qui ont des désordres alimentaires, des perturbations du comportement alimentaire, pas de troubles caractérisés DSM-5, hein, à nouveau, on est dans l'infraclinique. Les agonistes du GLP-1 notamment vont être associés à une amélioration et une stabilité de plusieurs dimensions comme le craving, les envies alimentaires irrépressibles, l'alimentation émotionnelle, le fait de manger sous l'impulsion de signaux externes, les accès hyperphagiques, le fait de perdre le contrôle jusqu'à se sentir inconfortable et même, certains indices beaucoup plus global de qualité de vie et du risque alimentaire. Plus précisément, on voit que les épisodes d'hyperphagie et leur prévalence vont être diminués sous analogue du GLP-1, quel qu'il soit d'ailleurs. Les scores sur les échelles d'accès hyperphagique vont être améliorés, notamment, par le liraglutide comparé au placebo. Parce que c'est les données qui sont le plus existantes dans la littérature, on a moins de données sur la SEMA ou sur la tirzépatide. Les cravings alimentaires, hein, ces envies répressibles extrêmement fortes vont être bien amélioré aussi et là, on a des études plus du côté de la sémaglutide et puis le la désinhibition alimentaire, ce qu'on appelle en anglais le uncontrolled eating, semble lui aussi, en fait, c'est plus hétérogène, semble soit diminuer, soit inchangé selon le type d'étude. Donc, si finalement la question par rapport aux troubles alimentaires, c'est est-ce que le médicament peut améliorer certains symptômes alimentaires? La réponse est oui, très probablement. Si la question est: «Est-ce que ces médicaments-là peuvent devenir un traitement du trouble alimentaire à eux seuls?» La réponse n'est clairement pas encore démontrée, puis c'est là où il y a un risque et il faut être très prudent. Puis je peux que, toujours faire l'appel à, la prise en charge multidisciplinaire dans ces cas-là. Et puis, je pense que cette prudence-là, elle est d'autant plus importante que, et c'est un des points qui est
souligné dans la revue de J-Bay, là, que les études actuellement sont très hétérogènes. Ils sont souvent les comportements alimentaires sont des espèces de critères secondaires avec peu d'évaluation standardisée du risque de troubles alimentaires générés. Donc là aussi, on a quand même une zone grise où on ne sait pas non plus si ces traitements-là peuvent pas générer plus de troubles alimentaires. Même si là aussi, tordons aussi une idée fausse, là, la littérature montre que les interventions scientifiques bien menées, publiées pour la perte de poids, n'aggravent pas de manière générale le risque de troubles alimentaires, hein. On estime à 0,6,5% dans la méta-analyse à laquelle je pense le risque d'avoir une aggravation des troubles alimentaires, toutes études confondues, là. Donc c'est élevé, mais pas si élevé que ça. Donc globalement, c'est quand même safe de faire perdre du poids à des gens qui ont des enjeux alimentaires. Ça, c'est important de le dire, mais dans les études actuelles, en tout cas, c'est rarement des évaluations extrêmement bien conduites de ce risque restrictif, notamment. Ce qui fait qu'il y a quand même, comme je le disais, une grosse zone grise autour de ça. Dans la revue de Javel, je crois qu'il y avait seulement 2 études qui avaient rapporté des événements indésirables de type trouble alimentaire. Et là aussi, il y a à nouveau peu de données robustes. Et puis c'est probablement le point le plus important à garder en tête, ces traitements semblent réduire les dimensions comme la faim, le craving, la perte de contrôle, le food noise, pour employer des anglicismes, mais cela ne remplace pas l'évaluation psychiatrique ou psychologique préalable lorsqu'il y a un vrai trouble alimentaire ou il y a un risque. Je crois qu'on est vraiment bon là-dessus dans notre film, ça se questionne, ça s'observe, et puis si on a la moindre inquiétude, je pense que vraiment il faut le parler avec les patients et proposer une orientation vers des soins spécialisés quand on y a accès, mais aussi il y a plein d'organismes communautaires qui aident vraiment. Je pense notamment à ANEB, la Maison de l'Éclaircie, Équilibre et autres. Donc on a vraiment des organismes communautaires très investis en plus au Québec, donc ça vaut le coup de faire appel à eux. Hem Et puis c'est ça, à l'autre côté, pour pas finir sur une note négative, cette réponse-là, chez certains patients, puis moi j'utilise beaucoup comme ça, ces molécules-là vont être un levier utile pour aller même favoriser le début d'une prise en charge plus nutritionnelle ou plus psychothérapeutique, en montrant que justement, il y a peut-être une part plus biologique dans ces comportements-là, qu'on est capable de les soulager en partie et qu'il faut aller chercher justement une meilleure rémission avec des approches plus globales. Et docteur Iceta, quelques mots pour finir? Oh oui, avec grand plaisir. Si on devait finalement retenir une chose un peu de tout ce que je vous ai dit, parce que j'ai beaucoup parlé, c'est que l'obésité, c'est pas une question de volonté, ça j'espère que je vous aurais convaincu de ça, et que c'est pas une simple affaire de comportement, loin de là. Condition vraiment complexe, chronique, à l'intersection entre la biologie, la psychologie, l'environnement, que derrière chaque trajectoire, chaque histoire de vie, il y a une personne avec un vécu, avec son histoire à elle, qu'il faut savoir prendre le temps d'écouter, et notamment de prendre le temps d'écouter sous l'angle du nombre de tentatives, des déceptions, de la honte, qui a été vécue, et de remettre justement la notion de courage au cœur de tout ça. Ils sont passés à travers tellement de choses. Saluons-le, soutenons-le. Les traitements évoluent aujourd'hui. On est face à de très nombreuses questions auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, mais c'est une excellente nouvelle que tous ces traitements apparaissent, puisqu'on se trouve avec des solutions aujourd'hui qui peuvent être discutées avec nos patients, qui peuvent être offertes quand on y a accès, bien sûr, mais ça aussi, on travaille à améliorer ça. Et qui va faire la différence aussi, c'est la molécule, mais aussi la prise en charge qu'on va mettre autour de la molécule. Notre capacité comme soignant à changer de regard, sortir du jugement, comprendre ses trajectoires, créer des espaces où le patient n'a plus à se battre seul, ni contre son corps, ni contre son environnement. Parce qu'au fond, pour moi, traiter l'obésité, c'est pas seulement faire baisser un chiffre, c'est redonner du pouvoir, de la sécurité et une chance réelle d'aller mieux à nos patients. Docteur Iceta, merci infiniment pour ce partage si généreux. Votre expertise et l'approche humaine que vous avez vont certainement faire la différence auprès de nos auditeurs. Encore un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Et merci beaucoup de m'avoir laissé l'opportunité de passer ces messages qui, pour moi, sont si importants. Merci beaucoup. Encore merci au docteur Iceta et pour les participants, vous pouvez maintenant vous rendre sur le sacsleaf.ca sur la page de cette formation pour pouvoir passer le quiz et recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolettre Sacsleaf. À la prochaine!